Voilà, on commence le cours, on est aujourd'hui le mercredi 25 novembre, on est le 8 qui se lève, on continue quatrième cours, Parshat Vayetse. On fait un résumé pour pouvoir continuer le cours d'aujourd'hui. Donc on avait expliqué, hier on était parti sur le verset Ufaratzta, tu t'étendras jusqu'à dépasser les limites des 4 points cardinaux. Et on avait donc commencé à expliquer, à décoder donc le secret de ce mot Ufaratzta. Et on en était venu à parler des 4 femmes de Yaakov, ainsi que de ses 12 enfants. C'est surtout les 12 enfants qu'on va étudier aujourd'hui. En vérité, comme je l'ai déjà suggéré hier, il n'y a pas 12 enfants, il n'y a que 4 enfants. Ou plutôt, il y a 4 catégories d'enfants, telles que la Torah nous le montre dans la disposition des tribus en 4 groupes autour du Mishkan. Et chaque groupe de 3 est réuni sous un seul nom. Par exemple, le groupe de 3 qui se trouve à l'est est réuni sous le nom de Yehuda. Le groupe de 3 qui est au sud est réuni sous le nom de Réhouven. Le groupe de 3 qui est à l'ouest est réuni sous le nom de Ephraïm. Et le groupe de 3 qui est au nord est réuni sous le nom de Dan. Ce qui nous montre bien que, bien qu'il y a 12 tribus, il y a seulement 4 noms qui sont évoqués, qui sont donc encore une fois Yehuda, Réhouven, Ephraïm et Dan. Ce qui montre bien que fondamentalement il n'y a que 4 enfants, 4 groupes d'enfants. Donc il va falloir bien sûr comprendre aujourd'hui cette analogie entre les 4 points cardinaux qu'on a commencé à expliquer hier, les 4 femmes et les 4 enfants ou les 4 groupes d'enfants. On avait expliqué hier aussi d'une manière extrêmement importante que finalement la femme en général ne joue que 2 rôles fondamentaux. Soit elle joue le rôle d'équilibrage, elle équilibre le mari parce que le mari aurait tendance à s'extrémiser dans une tendance qui va le déséquilibrer s'il va trop loin dans cette tendance. Et c'est pour ça que la femme vient et joue le rôle de 2e plateau ou 2e poids de la balance pour rééquilibrer. C'est la femme donc, encore une fois, rééquilibrante qui forcément va avoir une nature qui est différente du mari qu'elle doit rééquilibrer pour l'amener vers l'autre dimension. Et il y a des femmes qui jouent, elles, le rôle de dévoileuse. Elles vont dévoiler, aider l'homme à dévoiler ce qui est caché au plus profond de lui parce que sa véritable nature est emprisonnée à l'intérieur d'une prison et il ne peut pas se libérer. La femme va jouer le rôle de clé qui ouvre la cellule, force libératrice qui va permettre à l'homme de s'épanouir et de se délivrer. En ce sens-là, la femme aura justement et précisément le caractère qui est caché à l'intérieur de l'homme et qu'elle va aider à libérer. En ce sens, on avait expliqué une chose extraordinaire, c'est que Léa et Rachel, qui sont donc les 2 femmes fondamentales, incarnent ces 2 types de zivouk, ces 2 types d'épouses. Léa est l'épouse rééquilibrante, c'est-à-dire elle devait permettre, puisqu'au départ elle devait être l'épouse de Esav, elle devait permettre à Esav de retrouver la dimension qui lui manque, c'est-à-dire la dimension féminine qu'il ne voulait pas connaître et reconnaître en lui, parce que lui ne voulait être que viril, il ne voulait être que homme, l'homme velu, l'homme poilu, l'homme guerrier, l'homme des champs, et donc Léa est la dimension féminine qui devait ramener Esav à l'équilibre. Tandis que chez Yaakov, dont le véritable zivoug est Rachel, le problème il est différent. C'est un homme caché qui est enfermé à l'intérieur d'une dimension féminine et il a besoin d'un zivoug masculin qui va l'aider à se masculiniser, à redevenir véritablement lui-même. C'est pour ça qu'on a expliqué hier que Rachel représente la dimension donc qui dévoile ce qui est caché dans l'homme. Donc ça c'est tout ce qui avait été plus ou moins expliqué jusqu'à présent. Alors maintenant on avait encore une fois comparé les 4 femmes aux 4 points cardinaux et on avait donc terminé le cours en disant qu'on devrait expliquer maintenant pourquoi chacune des 2 dimensions, Léa et Rachel, se dédoublent puisque Rachel va venir avec Bilha et Léa va venir avec Zilpa. Alors on va reprendre finalement le code fondamental qui est Ufaratzta, Yama va Kedma Tsefona va Negva, qui est, comme je l'ai expliqué, la clé qui ouvre toutes les portes des palais de la Torah. Et donc, si on regarde les 4 points cardinaux, on s'aperçoit de la chose suivante. D'une manière extrêmement, qu'on pourrait dire basique, le soleil, son parcours est de l'est à l'ouest, comme on le sait, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest.
À quoi servent donc et comment on tient compte des deux points qui sont le nord et le sud? On sait très bien que dans le langage courant, le nord et le sud représentent les points où il fait chaud, où il fait froid. C'est-à-dire que quand on parle du sud dans le langage courant, on fait allusion à un endroit chaud. Quand on parle du nord, on fait allusion à un endroit froid. Dit en français un petit peu amélioré, le sud est l'endroit qui représente, on pourrait dire, l'endroit où arrivent dans toute leur force lumineuse et chaleur, les rayons du soleil, alors que le nord représente l'endroit où n'arrive pas ni la lumière, ni la chaleur du soleil. Dit encore une fois d'une autre manière, le sud représente l'endroit où le soleil rayonne, le nord représente l'endroit où le soleil ne rayonne pas. Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, on vient de dire en français un des principes fondamentaux de la Kabbalah, que maintenant je vais réexpliquer pour le faire rentrer dans ce qui vient d'être dit. Rappelez-vous qu'on a toujours expliqué que le monde a été créé selon le principe de l'essence et de son rayonnement, dont le soleil est le modèle fondamental. Qu'est-ce que c'est un soleil ? Une essence, une boule, une source qui rayonne au loin. Nous n'avons pas de contact direct, et heureusement pour nous, avec l'essence, car elle nous pulvériserait. Nous n'avons de contact qu'avec le rayonnement. C'est-à-dire que quand l'essence est trop forte par rapport à nos réceptacles, comment profite-t-on de l'essence? Par le biais du rayonnement. Et donc on retrouve ce principe pratiquement dans toutes les énergies. Personne ne peut mettre son doigt dans l'énergie lui-même. On ne profite que du rayonnement de l'énergie comme on le sait. Et donc ce principe fondamental se retrouve à tous les niveaux et dans toutes les dimensions. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le symbole du parcours du soleil et de la manière dont les hommes en parlent. Le soleil lui-même, donc la boule, l'essence du soleil, son parcours est de est en ouest. Donc si je vous pose la question où se trouve l'essence du soleil, vous me direz elle se trouve dans une trajectoire qui va de l'est à l'ouest. Mais par contre, les rayonnements du soleil, comme on le voit dans le langage courant, eux sont définis par le nord et le sud. Puisque les gens diront il fait chaud au sud, il fait lumineux au sud, il fait froid au nord, on ne voit pas de luminosité dans le nord. Donc automatiquement, qu'est-ce que le langage est en train de traduire? Que l'essence se trouve de l'est à l'ouest, mais que le rayonnement se trouve du nord au sud. Et on a découvert, ou redécouvert de manière extrêmement simple, un principe des plus profonds de la Kabbalah, comment se découpe l'essence et le rayonnement. Et donc les 4 points cardinaux sont le symbole dans l'espace de cette notion de Kabbalah profonde, qui est que toute chose se décompose en essence et en rayonnement, et que partout où tu trouves l'essence, tu trouves forcément le rayonnement. Et donc grâce à ça, on va maintenant savoir comment positionner sur notre échiquier, les 4 femmes de Yaakov. Et ça va maintenant être très facile. Il est clair que les 2 vraies femmes, Rachel et Léa, ou Léa et Rachel, font partie du monde du rayonnement ou du monde de l'essence? Forcément de l'essence, puisque par définition, dans une chose, le vrai est l'essence, le moins vrai est le rayonnement. Le vrai soleil, c'est la boule. Le rayonnement est insignifiant par rapport à la boule du soleil lui-même. Là où se trouve la vraie chaleur, la vraie luminosité et la vraie lumière, c'est le soleil lui-même. Le rayon, il suffit d'un nuage pour le bloquer, on ne voit plus rien. Donc automatiquement, on comprend maintenant pourquoi chacune des 2 femmes, qui est la femme essence, va venir avec une servante. Pourquoi la Torah l'appelle la servante? Pour montrer qu'elle est secondaire. Et la servante va en vérité représenter le rayonnement de l'essence. Et donc, Rachel, qui est une essence féminine, va venir avec son rayonnement, qui est sa servante Bila. Léa, qui est une autre essence féminine, va venir avec son rayonnement qui est Zilpa. Vous avez vu comment d'une manière extraordinaire, comment la Torah, aussi infiniment profonde qu'elle soit, peut être expliquée de la manière la plus simple. Et c'est ça, l'unité inimaginable qu'on trouve dans la Torah, et uniquement dans la Torah, que la Torah s'enracine dans les secrets les plus élevés de la création et de l'existence, et peut s'exprimer dans le langage le plus simple de la vie de tous les jours. Et c'est ça l'unité profonde de la Torah, et c'est la raison pour laquelle elle est appelée Torah Emet, une Torah vraie,
Elle est vérité parce qu'on sait que le mot émet est formé de la première lettre de l'alphabet, de la dernière lettre de l'alphabet et de la lettre du milieu. La Torah est émet parce qu'elle englobe toute la réalité, depuis les secrets les plus profonds de la Kabbalah jusqu'aux expressions les plus simples du langage parlé. Et donc, on le retrouve encore une fois, comment le secret des 4 points cardinaux nous permet de comprendre ce que sont les 4 femmes de Yaakov. Je répète, une essence Rachel avec son rayonnement Bila, une autre essence Léa avec son rayonnement Zilpa. Alors comment qu'on va les placer? Eh bien c'est très facile. On a déjà expliqué hier, je pense, que les 4 points cardinaux sont masculins et féminins, bien que je n'étais pas entré dans le détail des 2 masculins et des 2 féminins. On a expliqué que le nord et l'ouest sont des points masculins. On a expliqué que l'est et le sud sont des points féminins. Pourquoi? Je commence par la fin. L'est est un point féminin parce qu'il est l'intériorité. L'ouest est un point masculin parce qu'il est l'extériorité. Et maintenant j'explique. L'essence de la féminité se trouve à l'est. Le rayonnement de la féminité se trouve au sud. L'essence du masculin se trouve à l'ouest. Le rayonnement du masculin se trouve au nord. Je répète même 10 fois. L'essence du féminin et l'intériorité, il se trouve à l'est. Le rayonnement du féminin se trouve au sud. L'essence du masculin se trouve à l'ouest. L'essence, le rayonnement du masculin se trouve au nord. Il sera donc maintenant très facile de placer nos 4 femmes. On continue. Regardez ce qu'on va faire. Qui va se trouver, réfléchissez, je vous en supplie, qui va se trouver à l'est? Quelle femme se trouve à l'est? La féminine. La dimension féminine. Léa, évidemment. Léa se trouve forcément à l'est, puisque Léa est féminine. Or, Léa est féminine, elle pourrait être au sud. Non, parce que Léa représente l'essence. Donc l'essence féminine va se trouver où? À l'est. Maintenant, qui va se trouver à l'ouest? Rachel, puisque l'ouest est une naissance, mais attention, une naissance masculine. Qui est la dimension masculine parmi les femmes de Yaakov? Rachel. Donc on a déjà nos 2 points cardinaux. On sait que l'est est l'essence féminine, donc forcément Léa, alors que l'est est l'essence masculine, donc forcément Rachel. Il nous reste maintenant les 2 servantes, c'est très facile à comprendre. Le sud est le rayonnement de la féminité, donc c'est forcément la servante de Léa, qui s'appelle comment? Qui s'appelle Zilpa. Et comment ça, et où va se trouver? Et où va se trouver Bila? Elle va forcément se trouver au nord. Donc on a trouvé d'une manière extraordinaire, d'accord, ce qu'on a commencé à expliquer hier. Je vous avais dit et je répète ce que j'ai dit hier, que tout ce qu'on explique aujourd'hui est contenu dans le secret du mot Ufaratsta, qui fait allusion à l'année 5770, puisque le Vav c'est le 6e millénaire, l'année 5000, et Faratsta, la valeur numérique de 770, ça veut dire qu'il était déjà prévu dans la Torah depuis 3500 ans que ce secret se révélerait l'année 5770, et en plus comme le mot Faratsta c'est les lettres Tsarfat qui veut dire français, en plus en langue française. Et c'est un secret inimaginable qui, on pourra le démontrer par la suite, ouvre toutes les portes de la Torah. Et je ne le ferai pas aujourd'hui, mais seulement je vais vous faire une allusion pourquoi le secret qu'on révèle depuis hier ouvre toutes les portes de la Torah, parce que toute la Torah est inclue dans les 4 lettres du nom divin, Yud Ke Vav Ke, et puisque je suis en train de vous expliquer d'une certaine manière voilée encore, je ne dévoile que ce qui nous intéresse par rapport à notre cours. Mais puisque je suis en train de vous dévoiler le secret des 4 points cardinaux, donc forcément ça a un lien avec les 4 lettres du nom divin, et forcément c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes de la Torah, et y compris c'est la clé qui ouvrira les portes de la délivrance, puisque on le sait, on est dans le 4e exil, donc forcément c'est avec cette clé-là qu'on sortira de ce 4e exil. En tous les cas, ce que j'explique maintenant, je reviens. Comment sont placées les 4 femmes de Yaakov? Encore une fois, à l'est, l'essence féminine, Léa.
Au sud, le rayonnement féminin, Zilpa. À l'ouest, le rayonnement masculin, la femme masculine qui est Rachel, et sa servante qui est son rayonnement au nord. Alors maintenant, je vais donner, Bila, je vais donner quelques applications très vite. Je vous demande de ne pas, on pourrait dire, insister ou faire des allusions ou peu importe aux exemples que je vais donner parce qu'on n'a pas le temps, on a des millions de choses à voir aujourd'hui. Par contre, par exemple, on a le passage dans Bamidbar du plaçage des tribus qu'il ne faut absolument pas louper aujourd'hui, donc laissez-moi parler. Ce que je dis va nous permettre de comprendre quelques applications dans la vie de tous les jours. Je vous donne simplement des modèles et on peut écrire à partir de ces modèles de véritables encyclopédies de plusieurs milliers de pages chaque volume, sans exagération. Donnons quelques modèles. Pourquoi le rayonnement féminin se trouve au sud? Or le sud par rapport aux points cardinaux fait allusion à deux choses. En bas, chaud et lumineux. Trois qualités. Alors effectivement, je vais très vite, je dis, j'escamote ce que je dis, j'ouvre uniquement comme la vitesse de l'éclair des portes, chacun d'entre vous pourra en écrire des encyclopédies. Pourquoi le rayonnement féminin est en bas? Parce que dans ce monde, puisque le rayonnement c'est ce qu'on perçoit dans ce monde, la femme semble, elle, être en bas. D'abord, même dans l'union, elle est en bas. Par contre, pourquoi le rayonnement masculin se trouve au nord? Parce que dans les points cardinaux, le nord est en haut. Parce que dans ce monde, toujours, je dis dans ce monde, avec tout ce que ça sous-entend, de faux. Dans ce monde, l'impression est que la femme est en bas et que l'homme est en haut. L'impression, c'est le monde du rayonnement, c'est le monde de l'illusion. D'accord? Parce que quand en vérité, je dis il fait 45 degrés dehors, je vis une illusion, parce que le soleil fait plusieurs milliards de degrés, plusieurs milliards de degrés. Donc mes 45 degrés, c'est une illusion par rapport à ce qu'est le soleil. Donc, dans ce monde qui est le monde du rayonnement, les choses sont placées de telle manière, et surtout depuis la faute, où Dieu dit que Ve'u Yimshol Bar, qu'il te dominera. Et donc la femme est placée en dessous l'homme, avec tout ce que cela signifie. Et donc c'est pour ça que la place du rayonnement féminin est en bas, alors que la place du rayonnement masculin est en haut. Ça ne veut pas dire du tout que l'homme ou que la femme est inférieure à l'homme. Je parle du monde du rayonnement, du monde de l'illusion. Mais cette illusion dure tout le temps de l'histoire jusqu'à la délivrance finale. Par contre, où est la véritable place de la femme au niveau de son essence? À l'est, l'intériorité. Où est la véritable place de l'homme au niveau de l'essence? À l'ouest, l'extériorité. Ce qui veut dire que automatiquement, au niveau de l'intériorité, au niveau de l'essence, qui est le meilleur? L'homme ou la femme? La femme, elle est intériorité, elle est l'essence. L'autre, il est extériorité, ce qui suppose superficialité. Donc, si vous voulez, tout dépend comment qu'on regarde. Par rapport au monde du rayonnement, qu'est-ce qui se voit? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui a le pouvoir? Qu'est-ce qui fait des conquêtes? D'une certaine manière, avec toutes les nuances, bien sûr, qu'il faut apporter, surtout dans nos dernières générations. Mais globalement, qui a fait l'histoire? Qui est sur la scène? L'homme, il est en haut. Qui est dans l'ombre? Qui on ne voit pas? Qui est étouffé, dominé et méprisée? La femme, elle est en bas, elle est au sud. Mais ça, c'est dans le monde de l'illusion, le monde du rayonnement, dans le monde de l'essence. Qui est l'intériorité? Qui est le fruit et qui n'est que l'écorce? C'est exactement le contraire. Et c'est pour ça que c'est la différence fondamentale entre ce monde et l'autre, où on nous dit que dans l'autre monde, l'essence va se dévoiler, et ce qui va se dévoiler, c'est la dimension féminine, qui sera largement au-dessus de la dimension masculine. Mais en tout cas, pour l'instant, on est dans le monde des rayonnements. Et donc, on peut trouver d'autres applications. On a donc compris, grâce à cela, pourquoi la femme a toujours l'impression d'être en dessous, et pourquoi on l'aperçoit comme étant en dessous. Mais d'un autre côté, le rayonnement féminin, il est sud, donc il est chaud. Donc d'une certaine manière, un tempérament chaud est un tempérament féminin. Par contre, le rayonnement masculin, il est en haut, il est au nord. Un tempérament froid est un tempérament masculin. On peut donner une application très simple, d'accord? Globalement, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, mais le monde séfarade appartient à la dimension féminine, puisque c'est un monde chaud. Le monde ashkénaze appartient à la dimension masculine, c'est un monde froid. Mais on peut aller beaucoup plus loin que ça. Tous les peuples chauds sont des peuples féminins, les peuples froids sont des peuples masculins. On peut aller beaucoup plus... Au niveau du rayonnement, je parle. Je suis dans le rayonnement, c'est-à-dire dans ce monde, avec toutes les limites d'une vérité qui n'est vraie que dans ce monde.
D'accord? Dans ce monde, je parle, je suis dans les rayonnements. On peut aller beaucoup plus loin. On pourra trouver que les peuples qui sont des peuples montagnards sont des peuples masculins. Les peuples des plaines et des vallées sont des peuples féminins. On peut aller beaucoup plus loin. On peut dire que, par exemple, au niveau des défauts, l'orgueil, la pédanterie est un défaut purement masculin. La tristesse, le découragement, le pessimisme est un défaut purement féminin. Ce qui veut dire que chez un homme équilibré au niveau, on pourrait dire psychique, on ne pourra jamais trouver chez un homme qui est véritablement orgueilleux dans ses défauts, en même temps la tristesse, le pessimisme et le découragement. Généralement, les hommes orgueilleux sont des hommes extrêmement optimistes. Vice-versa, quelqu'un qui a un tempérament toujours défaitiste, triste, il baisse les bras à la première difficulté, aura de grandes difficultés à être véritablement orgueilleux. Parce qu'il n'a pas les forces psychologiques pour se croire, se sentir à raison ou autre au-dessus des autres. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être homme et femme en même temps. Ou tu as un caractère féminin ou tu as un caractère masculin. Allons plus loin encore. Regardez, l'Ouest est symbole chez nous d'Occident. L'Est, ce qu'on appelle dans la Torah l'Orient, etc., Kedem, ce sont les peuples orientaux, extrême-orientaux, dont nous faisons déjà partie, le Moyen-Orient. Donc on va s'apercevoir que toutes les civilisations proches, moyennes et extrême-orientales sont des civilisations féminines, et toutes les civilisations de l'Ouest, Far West, le cow-boy, c'est le symbole même du mec viril. Toutes les civilisations de l'Ouest sont masculines. Mais attention, là on parle d'un masculin et des féminins au niveau de l'essence. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que les civilisations de l'Ouest, le Far West, y compris l'Europe, sont des civilisations qui sont essentiellement masculines. Là je suis plus dans le rayonnement. Tandis que toutes les civilisations qui sont des civilisations orientales sont les civilisations qui sont dans l'essence féminine. Vous allez comprendre maintenant pourquoi l'Occident ne parle que de la femme. Vous allez comprendre pourquoi l'Orient ne parle pas de la femme. Parce que chacun parle de la dimension qui lui manque. Automatiquement, puisque dans son essence, l'Occident est masculin, il ne vit que pour la femme, puisqu'on est toujours à la recherche de son paradis perdu. Tandis que l'Orient, qui lui est foncièrement féminin, ne met en avance que l'homme. Et c'est pour ça que la femme est voilée, puisqu'on recherche ce qui nous manque. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit qu'on est en train d'expliquer dans le mot Ufaratsta toutes les clés de l'existence? Celui qui a compris le cours d'hier ou aujourd'hui peut s'enfermer pendant plusieurs semaines ou mois ou importe, et il pourra comprendre toute l'histoire avec cette clé. C'est pour ça que Ufaratsta est la clé de la délivrance. Tout se trouve dans les deux cours d'aujourd'hui. Tout, on pourrait d'ailleurs arrêter les cours et dire, voilà, on a fini notre carrière. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra plus rien rajouter qui ne sera plus inclus dans le cours d'aujourd'hui et d'hier. C'est véritablement Ufaratsta. C'est peut-être pour ça, juste j'ouvre peut-être une petite parenthèse, qu'en 1992, exactement à la même époque, pratiquement à un jour près, le rabbi révélait, après plus de 50 ans d'enseignement, il ne l'avait jamais dit. Alors que lui-même avait déjà passé, avant de devenir rabbi, 8 ans en France. Il avait gardé ce secret jusqu'en 1992, où il révèle à ce moment-là, à pratiquement un jour près par rapport au cours d'aujourd'hui, que la délivrance passerait par le mot Ufaratsta, que la délivrance passerait, que tout le secret de la délivrance était dans ce mot-là. C'est vrai que, comme vous le savez, Ufaratsta, Yama Vekedma, c'est depuis fort longtemps une chanson qui est, on pourrait dire, dans les hymnes de la Chassidut Chabad. Le rabbi garde pendant plus de 50 ans ce qu'il sait au sujet de Tsarfat, dit-il, qui est la France, et il dit à ce moment-là que la délivrance passera par le secret de la France, et il est contenu dans le mot Ufaratsta. Et le rabbi révèle à ce moment-là déjà que le mot Ufaratsta, qui veut dire Tsarfat, qui veut dire la France, a la valeur numérique 770, qui, comme on le sait, est le numéro de la maison à New York dans laquelle il se trouve. Mais ce que le rabbi ne dit pas, et ce qu'on a dévoilé aujourd'hui, et depuis hier, c'est que ça fait aussi allusion à ce que tous
tous les secrets de ce verset se dévoileront dans l'année 770 et en langue française. Donc c'est-à-dire que le rabbi avait déjà, il y a à peu près 16 ans, prévu et fait une allusion au fait que toute la Torah avait pour clé ce verset-là et que c'était infini tout ce qu'on pouvait ouvrir comme porte grâce aux explications qu'on donne depuis 2 jours. Je vais faire la parenthèse, on a déjà suffisamment dit. Maintenant, donc, on comprend encore une fois où se trouvent les 4 femmes de Yaakov. Et avant maintenant de passer à Parshat Bamidbar, on va voir le positionnement des 12 tribus d'Israël, qui est vraiment, on pourrait dire, l'apogée de tout ce qu'on est depuis 2 jours. Je répète. Une femme essence féminine, Léa, qui est à l'est. Une femme rayonnement féminin, Zilpa, Bila, Zilpa, qui est au sud. Une femme qui a pour essence masculine Rachel, qui est à l'ouest, et une femme qui a pour rayonnement masculin Bilha, qui est au nord. Alors maintenant, on va voir où se situent les 4 tribus d'Israël. J'ai dit au début du cours, pour ceux qui viennent d'arriver, qu'il n'y a que 4 tribus dans le peuple juif. Je l'ai démontré, on va le revoir. Où se trouvent les 4 tribus d'Israël qui représentent, on pourrait dire, les 4 femmes de Yaakov, les 4 points cardinaux, les 4 lettres du nom divin, les 4 exils d'Israël, les 4 dimensions qui sont dans ce monde, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et je vous fais des allusions sans arrêt, que tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est véritablement la clé de tout. Alors, on passe dans le livre Bamidbar. Bamidbar, je dis bien Bamidbar, je ne vous ai pas prévenu, enfin hier, mais j'ai oublié de vous apporter le livre Bamidbar, peu importe. Et donc, on est, pour ceux qui voudront le voir après à la maison, la référence, c'est le chapitre 2, et on commence à partir du verset 1. Donc, on est dans le 4e livre de la Torah, dans la première paracha, dans le 2e chapitre, et on commence le premier chapitre on commence le premier verset du 2e chapitre de la première paracha du 4e livre. Et on y va. Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron lemor, Hashem dit à Moshe et à Aaron, Ish al diglo beotot lebet avotam, je veux que vous campiez chacun avec son drapeau, Yachanu bnei Israël mineget sevilo el moed Yachanu, chacun, vous allez vous situer en groupe de 4 autour du tabernacle. Et il n'y aura qu'un seul drapeau, bien qu'il y aura 3 tribus par endroit, il n'y aura qu'un seul drapeau parce qu'à mes yeux, il n'y a que 4 tribus dans ce peuple. Ve'achonim kedma. Voici ceux qui vont être à l'est. À l'est. Donc à l'est, ce sont les enfants de qui? De Léa. Donc si ce sont les enfants de Léa, on va donc avoir affaire maintenant aux enfants qui sont dans la féminité ou masculin? Féminité. Aux enfants de l'essence ou les enfants, on va voir, les enfants de l'essence ou les enfants du rayonnement? L'essence. On va voir maintenant quelles sont, regardez, les clés inimaginables que maintenant on reçoit. On va voir quels sont les 3 enfants, les 3 tribus qui incarnent l'essence de la féminité juive. Bien que ces 3 sont regroupés en un qui sera Yehuda, qui est lui l'essence de l'essence si vous voulez, mais c'est 3 en un. Alors regardez. Degel Machane Yehuda, le drapeau est porté par Yehuda. On a donc ici la preuve que l'essence absolue de la féminité d'Israël s'appelle comment? Yehuda. On continue. Les tzivotam, c'est des chidushim inimaginables. C'est étonnant, je devine pourquoi, je vais poser la question aussi. C'est étonnant, non. C'est étonnant, dit-il, on va le dire pourquoi, parce que généralement un roi, c'est un mec. D'accord, donc c'est étonnant. Et lui, c'est le symbole. Mais en même temps où vous allez parler, tout le monde va comprendre quelle est la réponse. C'est lui, c'est le symbole du guerrier, du soldat, etc. Mais continuez, vous avez raison, pour mieux répondre. Comme Esav, justement, c'est le tikkun, on va voir. Justement. La question est évidente. Si on a bien un qui devrait être le mec, donc à l'ouest, donc le viril, c'est Yehuda. Qu'est-ce qu'il fait à l'est et en plus dans l'essence du féminin? La réponse, elle est évidente, on va la dire tout de suite, vous allez voir. Et donc, Degel Machane Yehuda, c'est donc Yehuda qui porte le drapeau, c'est lui l'essence véritable féminine, et il est rajouté de 2 tribus qui sont, comme on le sait, Yissachar et Zevulun. On va expliquer. J'espère qu'on aura suffisamment de temps jusqu'à 10h pour tout expliquer. Yissachar et Zevulun. Alors, première question que je vais poser aussi sur Zevulun. Expliquons qui sont chacun des 3. Yehuda est la royauté. Donc, question évidente. La royauté, c'est viril, c'est
de l'homme, c'est du combatif, c'est du sérieux, c'est de je me mets en évidence, c'est certainement pas du je frôle les murs et je me cache dans mon bureau, certainement pas. Donc qu'est-ce que ça fait dans l'essence du divin? Mais dans l'essence du féminin. Mais il y a une autre question. Zevouloun, qu'est-ce qu'il fait à cet endroit-là? Zevouloun, comme on le sait, c'est la tribu qui symbolise les commerçants, ceux qui quittaient en permanence Eretz Israël pour aller faire du commerce dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec une partie de leurs revenus? Je commence à donner la réponse. Ils consacraient une partie de leurs revenus à entretenir la tribu de Issachar, qui était la tribu choisie parmi les 12 pour se consacrer entièrement et uniquement à l'étude et à l'enseignement de la Torah, à la différence de Lévi et Cohen, qui bien que eux aussi sont des tribus d'études et d'enseignement, mais s'occupent aussi du temple, donc ils ne font pas que ça, tandis que Issachar ne fait que étudier et enseigner. C'est eux qui pendant des siècles ont produit tous les maîtres de la Torah d'Israël à l'époque où nous étions sur notre terre pendant toute la durée du premier temple et avant déjà depuis Yehoshua. Donc c'est une tribu qui est une usine à maîtres d'Israël. Comme c'est une usine qui produit des maîtres, ou quand ils travaillent et quand ils ramènent de l'argent. C'est impossible. Ou ils sont au service de la communauté, ou ils sont au service de leur famille. Donc qu'est-ce que fait Zevouloun? Zevouloun dit, ne vous inquiétez pas, nous on est la tribu la plus riche d'Israël, puisque nous on consacre notre vie au commerce, une partie de nos revenus, c'est pour vous permettre à vous de continuer à vous asseoir, enseigner et étudier. Voilà. Ces trois tribus sont l'essence de la féminité. Alors, Issachar, qu'il soit féminin, on peut comprendre. Puisqu'il est dans l'attente, il est dans la yeshiva, il est féminin, il est caché, il n'est pas dans le commerce, dans le politique et dans le militaire. Donc il n'est pas dehors. Mais qu'est-ce que font le roi et le commerçant dans la dimension de l'essence féminine? Eh bien la réponse est évidente, elle est déjà sur le bout des lèvres depuis un quart d'heure. C'est parce que justement, c'est ça le chidouche d'Israël. Israël est capable, on pourrait dire, de graver, de faire rentrer non seulement le féminin, mais l'essence féminine à l'intérieur de la dimension qui, chez les autres, est masculine. C'est ça le tikkun. Et qu'est-ce que ça veut dire un roi masculin? Ça ne veut pas dire un roi efféminé. Il suffit de voir David. C'est un super mec. Mais quoi? Il a en lui la dimension qui est l'essence de la féminité, c'est-à-dire l'annulation, le bitoul, les psaumes, la prière. Il est capable, tout en étant un super roi et un super guerrier, de s'annuler complètement comme une femme vertueuse sait le faire. Et ça, c'est le chidouche de la royauté d'Israël. C'est pour ça qu'on n'en a pratiquement pas eu des rois comme ça. On en a eu un, on l'a congelé, on le montre à chaque sauce. Pourquoi? Parce que c'est tellement rare. Et donc, automatiquement, on comprend pourquoi il est à l'Est, parce que nous le présenter à l'Ouest, c'est pas un chidouche. Même les Américains, les Français, les Allemands, tout ce que vous voulez, ils ont, par définition, leur dirigeant est à l'Ouest. Donc si pour nous, c'est produire un dirigeant à l'Ouest, on n'a rien gagné. D'ailleurs, dans notre génération, en tous les cas, tous les super dirigeants sont précisément à l'Ouest, au Far West. Et donc, automatiquement, on ne pouvait pas nous produire un dirigeant à l'Ouest, car dans ce cas-là, on se serait aligné à ce que font tous les peuples. Notre chidouche, c'est qu'on a produit un dirigeant qui, dans ses formes extérieures, les mains sont celles de Esav. Dans sa forme extérieure, peut apprendre à tous les dirigeants de l'Ouest qu'est-ce que c'est un vrai guerrier, il suffit de voir nos soldats. Mais d'un autre côté, dans son essence, Ve'akol kol Yaakov, l'intérieur de Yaakov, il sait rester féminin, il sait s'annuler complètement devant Dieu. Exactement de la même manière. C'est marrant, être à l'ouest, c'est péjoratif dans le langage. On dit on est à l'ouest. Pas toujours. La Gemara nous dit que la Shrina se trouve à l'ouest. Et ça, il y a une raison aussi. La présence divine se trouve à l'ouest. Mais j'aurais mieux fait de me taire parce que ça ouvre des portes infinies sur d'autres notions. Je reviens maintenant. Donc c'est pas toujours péjoratif, bien que je n'ai pas expliqué ce que je viens de dire. Je reviens maintenant. Le roi, on a compris pourquoi il est féminin dans son essence. Et pourquoi le commerçant? Mais là aussi, c'est la même application que ce qui vient d'être dit. Vous avez déjà vu un homme qui passe sa vie à faire du commerce, à travailler, à se fatiguer, à gagner de l'argent,
et qui comprend, vit et a complètement intégré que sa seule raison d'être et de gagner de l'argent, c'est de pouvoir entretenir les maîtres de la Torah. Ça, c'est un chidouche unique dans le peuple juif. Des gens comme ça aussi, on peut les compter sur les 10 doigts de la main. Mais grâce à Dieu, c'est ce qui a permis au monde de la Torah de traverser l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, un maître de Torah qui est Yissachar, qui n'a pas à ses côtés un Zevulun, ne peut pas exister. Et donc, quand quelqu'un fait véritablement du commerce toute la journée et qu'il comprend que ce qu'il gagne n'a de sens que s'il en fait profiter celui qui est le maître de la Torah, et plus encore quand il lui donne, il lui dit merci de recevoir, cet homme-là a une dimension féminine mais inimaginable, c'est-à-dire un bitoul, une annulation totale devant Dieu. Regardez jusqu'où ça va. Dans l'arbre séphirotique, vous savez quelle est la tribu qui atteint, et la seule, mes amis, et je tremble quand je le dis, qui atteint le Keter, la couronne, Zevulun. Dans l'arbre séphirotique, la tribu la plus élevée est Zevulun. Au-dessus, même de Yehuda, et même au-dessus de Yissachar, qui est le maître de Torah. Quand aujourd'hui vous prenez un maître de Torah, qui est Yissachar, et son Zevulun, son commerçant qui l'aide à vivre. Tout le monde comprend que le commerçant qui aide Yissachar à vivre, c'est un grand homme. Mais le vrai maître, apparemment, reste toujours dans la perception des gens plus élevée, parce que lui, c'est quand même le maître de la Torah. Heureusement qu'on a une vraie Torah qui dit des vérités pour savoir où est la vérité. La vraie Torah ne dit pas ça. La vraie Torah dit que celui qui est le plus haut des deux, c'est le commerçant. Zevulun est au-dessus de Yissachar. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus difficile de gagner de l'argent et d'en faire profiter les autres que d'étudier la Torah et l'enseigner. Quand tu étudies la Torah et tu l'enseignes, bien évidemment tu es féminin puisque tu es dans le monde de l'intériorité. Mais tu es dans le monde de l'intériorité, donc c'est pas trop difficile d'être féminin. Mais quand tu vis toute ta vie dans le monde masculin, tu es un commerçant et en plus de ça, tu réussis comme Zevulun qui était une tribu de milliardaires. Tu réussis. Et tu ne perds pas la tête, et tu comprends que toute ta réussite, tu la dois en vérité au fait que tu t'es connecté à la bonne prise, et que c'est grâce au fait que tu donnes une partie de ton argent à Yissachar que toi tu réussis. Car sans Yissachar, tu ne réussirais pas. Quand tu comprends ça et que tu viens en toute humilité donner à Yissachar, ça prouve que tu as une âme qui est encore plus grande que celle de Yissachar. Et comme je l'ai dit, comme les rois, des hommes comme ça, quand vous en trouvez un, vous le congelez, vous le sortez à chaque moment, à chaque fois que vous voulez dire regardez, ça existe. Parce que c'est tellement rare, et c'est pour ça que ces 3 tribus sont d'une certaine manière, on pourrait dire, le diamant d'Israël, la couronne d'Israël, c'est les 3 plus belles tribus, comme l'explique le Zohar, parce que ces 3 tribus incarnent, on pourrait dire, le plus grand de tous les chidushim d'Israël. Si on vous demandera à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'Israël a véritablement produit, qu'est-ce qu'il a donné au monde, vous leur direz 3 tribus. Yehuda, Zvulun, Issachar et Zvulun dans l'ordre. Ça veut dire un roi qui est extrêmement viril et capable, et qui est capable en même temps de s'annuler complètement devant Dieu, de ne pas dormir pour pouvoir chanter des psaumes et des louanges à son Dieu. On a produit des Zevulun, des millionnaires qui ne se sont jamais pris au sérieux et au lieu de s'acheter des villottes et des yachts, ont entretenu des yeshivot et des hommes de Torah. Et on a produit, grâce à ces 2 dimensions, les maîtres d'Israël, Yissachar. Voilà, ça c'est le chidouche du peuple juif. Comment ? Yissachar est Chochma. Yissachar est Chochma et Zevulun est Keter. Ce qui veut dire que regardez comment les maîtres de la Kabbalah ont placé Zevulun au-dessus de Issachar. On continue. Comment ? Pourquoi c'est pas Zvulun le Dégel ? Parce que le Dégel est une dimension klalite. Le roi, il est klali, il est tzibour, il est Am Israël. Donc sa dimension, elle rayonne sur tout Israël. Tandis que Issachar et Zevulun sont beaucoup plus pratiques comme dimension. Et à chaque fois, celui qui va porter le drapeau, celui qui représente, c'est ça le drapeau, est la dimension qui est la plus klalite de toutes. Voilà. Et donc maintenant on continue. On a vu quelle est l'Est, c'est-à-dire l'essence féminine d'Israël. Maintenant, automatiquement, on continue et de l'Est, on va passer au Sud.
C'est-à-dire que puisqu'on a vu maintenant Léa, l'essence féminine, on va maintenant parler de son rayonnement, mais pas que. Parce que comme tout à l'heure ça a été dit, Léa, le problème c'est que si elle n'avait que 3 enfants, ça serait bien, mais il faut qu'elle en case d'autres. Et on va voir qu'elle va avoir 2 enfants qui vont être casés avec celui et pas ceux. On verra pourquoi. Je dis, il y a des millions de choses à voir aujourd'hui, donc il faut essayer de s'interrompre le moins possible avec les questions. Il y a 2 des enfants de Léa qui normalement devraient être dans l'essence féminine, qui vont se retrouver dans le rayonnement féminin, et je vais expliquer tout de suite pourquoi. Et surtout demain. Mais je vais commencer aujourd'hui à dire pourquoi et j'expliquerai plus demain. Regardez maintenant, on descend dans le sud. Le sud, c'est le rayonnement du féminin. Regardez ce qui est marqué. Degel machane Reuven. Reuven est un enfant de Léa. Temana, il est au sud. Teman, c'est le sud. Et lui porte le drapeau. Et il a avec lui 2 autres tribus. Shimon, qui lui aussi est un enfant de Léa. Et enfin, on a bien sûr Gad, qui est l'enfant de Zilpa. Zilpa, la servante de Léa. Donc on a un enfant de Zilpa, puisqu'on est dans la dimension rayonnement de la féminité. On verra pourquoi on n'en a pas 2 et où est le deuxième, je vous expliquerai tout de suite, c'est d'une précision inimaginable. Mais comme on a Gad, qui est le premier des 2 enfants de Zilpa, donc le Bechor, le plus important, le Bechor de la servante se trouve au sud, puisqu'on est dans le monde du rayonnement. Comment se fait-il que malgré tout il y a 2 enfants de Léa, qui sont comme par hasard Reuven et Shimon? Alors vous me direz, parce qu'il faut bien les caser quelque part, mais c'était pour le dire. En vérité, pourquoi? Parce que ces 2 enfants, comme on le verra demain, sont des enfants qui, d'une certaine manière, sont esquintés. Pourquoi ils sont esquintés? Ils ont perdu leur essence. Pourquoi ils ont perdu leur essence? Parce que Léa était persuadée, et comme on va le voir au niveau de ces 2 premiers enfants, que en donnant elle la première des enfants à Yaakov, elle allait rétablir sa primauté, puisqu'elle était la première, et en plus la première épouse, en plus la première des enfants, et en plus l'aînée aussi, elle est 3 fois 1, elle est l'aînée, elle est la première épouse et la première mère. Elle aurait pu croire à ce moment-là que ça y est, Yaakov allait comprendre où se trouve son vrai Zivoug, et finalement Yaakov ne le comprend pas. Et elle en tire une détresse inimaginable, au point que le deuxième enfant, le premier enfant, elle dit « Réhouben, regarde, j'ai un enfant, regarde, je t'ai donné un fils. » Réhouben, dit Rachi. Elle attendait la réaction de son mari qui lui dise « Bon allez, j'ai compris, où se trouve mon vrai Zivoug ?» Et il voit que son mari reste aussi froid qu'avant. Elle commence à paniquer. Elle se dit « Bon, peut-être qu'un enfant, ça ne l'impressionne pas encore. Mais quand je lui donnerai un deuxième avant Rachel, là on va voir ce qu'il va dire. » Elle lui apporte un deuxième enfant. « Mon chéri, regarde, je suis 2 fois mère. » À peine il la regarde. Elle l'appelle Shimon. La Torah dit pourquoi? Je suis une femme haïe. Shimon, écoute Dieu, comme ce mari me haït mot à mot dans le texte. Et donc ce qui veut dire que d'une certaine manière, ces 2 enfants dévoilent la tristesse, la panique de Léa. Et donc d'une certaine manière, à ce moment-là, sont mis en évidence des défauts du rayonnement féminin qui sont l'écroulement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'est quoi le défaut du rayonnement féminin? Tristesse, découragement, désespoir, etc. Et donc, ces 2 enfants se situent dans le rayonnement de l'essence, dans le rayonnement de l'essence féminine, qui sont les défauts de la tristesse. Mais d'un autre côté, ce n'est que du rayonnement. Parce que fondamentalement, c'est clair qu'ils appartiennent eux aussi à Léa, eux aussi à l'essence. Mais, comment dirais-je, à cause de la situation où Yaakov ne rend pas et ne donne pas à Léa ce qu'elle doit recevoir, automatiquement, ça fait descendre, si j'ose dire, le niveau de ses enfants. Gad, c'est facile à comprendre. Gad, c'est tout à fait normal qu'il se trouve là, puisque Gad est l'enfant de la servante qui, dès le départ, n'est qu'une servante, n'est qu'un rayonnement, un rayonnement de la féminité. Et donc, automatiquement, sa place est bien le sud. Il n'y a rien de péjoratif chez lui. Lui, c'est sa place naturelle, donc il est tout à fait épanoui à cet endroit-là. Ce que j'ai expliqué, c'est pourquoi les 2 premiers se trouvent là alors qu'ils devraient se trouver à l'est. C'est parce que ces 2 enfants portent en eux le désespoir de la mère, et le désespoir est un défaut du rayonnement féminin, et c'est pour ça qu'ils se trouvent au sud. On continue. On arrive maintenant à l'ouest. Qui va-t-on trouver à l'ouest, qui est l'essence du masculin? Yosef. Tous les enfants de
De Rachel. Eh bien évidemment, on trouve à l'ouest Ephraïm, Ménaché et Benjamin. Bien sûr, les enfants de Rachel, puisqu'on sait que Yosef s'est coupé en deux, donc Ephraïm et Ménaché, c'est bien sûr Yosef et Benjamin. Et Yosef, pourquoi il est à l'ouest? Mais il est l'essence même de la virilité. Au niveau de la Kabbalah, quel attribut lui correspond? Yesod. Il était féminin. Mais pas moi et pas la Torah. Donc pourquoi il s'appelle Yesod dans la Kabbalah? Yesod, on sait que quelle est la partie du corps qui correspond à Yesod? Le brit de l'homme. Donc Yosef est, comme on le sait, dans la Mida de Yesod. C'est-à-dire que la partie du corps qui lui correspond, c'est l'endroit de la virilité. Comme c'est marqué dans le Zohar et partout dans la Kabbalah. Donc on voit bien qu'il représente l'essence de l'homme. Et d'où on sait, il suffit de voir la Torah, c'est l'homme convoité par toutes les femmes. Donc automatiquement, il représente le mec, forcément. Donc la Torah nous montre, c'est le seul personnage biblique sur lequel la Torah s'amuse. Alors combien on sait que la Torah est décente à nous montrer qu'un homme est convoité par des femmes. Or il est le symbole de l'homme convoité. Pourquoi une femme ne convoite qu'un homme? Donc il porte véritablement l'image, on pourrait dire, de l'homme qu'on convoite. Pourquoi? Parce qu'il est l'incarnation même de la virilité masculine, le chef, le dirigeant, le pharaon, qui ne s'écroule jamais. Regardez pourquoi il est masculin. Quoi qu'on fasse pour l'écraser, il remonte toujours souriant. L'essence même du vrai masculin, jamais triste. Plus encore que ça, de quoi va-t-il être accusé par ses frères? D'être un sale petit orgueilleux. Le nord, le défaut du masculin. On retrouve chez Yosef toutes les définitions du masculin. Il ne s'écroule jamais. Il a donc l'essence du masculin en lui. Il est convoité par les femmes. Il a l'essence du masculin en lui. Et quand il a des défauts, c'est des défauts d'orgueil. Le rayonnement du masculin. On a donc trouvé qu'est-ce que ces tribus font là-bas. Et enfin, on continue. Alors là, il va y avoir un petit ridouche. C'est qu'en haut, qui on trouve donc le rayonnement du masculin. Le rayonnement du masculin, c'est donc les enfants de Bila. Et effectivement, on va trouver les enfants de Bila. Et donc on va trouver là-haut qui? On va trouver deux des enfants de Bila, qui sont Dan et Naphtali. Donc eux, ils sont tout à fait naturellement là-haut, puisque c'est les enfants de la servante de Rachel, donc le rayonnement masculin. Mais par contre, on va en trouver un qui apparemment, j'ai trouvé la porte ouverte, je suis rentré. C'est Asher. Le deuxième de Zilpa qui devrait être en bas. Qu'est-ce que Asher fait en haut? Et sur ça, une explication extraordinaire qui est très facile à comprendre, même au niveau de la psychologie humaine. À partir du moment où Léa a compris qu'elle avait beau donner et donner et donner des enfants à Yaakov, il ne la regardait pas. Elle lui a déjà donné combien d'enfants? Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda et Gad, dans l'ordre, et Gad, écoutez ce que je dis, elle lui a donné déjà 5 garçons, 4 à elle et un par sa servante, et elle voit que Yaakov ne s'intéresse toujours pas à elle, ce qui veut dire en bon français que son lit est toujours dans la tente de Rachel et non dans sa tente à elle, pour le dire d'une manière aussi simple que Rachel nous l'explique. Et donc, elle ne comprend pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est avec moi que tu fais des enfants, c'est avec elle que tu dors. De quoi il s'agit ici? Elle commence à comprendre que finalement, parce que bon, il lui a fallu du temps pour comprendre, 5-6 ans, c'est pas énorme, mais on parle quand même d'être humain, pas de Dieu lui-même. Il lui a fallu 5-6 ans, donc 5 enfants, pour arriver à comprendre, mais où est le problème? C'est que Yaakov ne peut pas s'attacher à elle parce qu'elle incarne la dimension féminine très bien. Et Yaakov, il a besoin pour s'en sortir de se coller à la dimension masculine. Puisque un homme ira toujours vers la dimension qui lui manque. Donc automatiquement, le zivouk, c'est quoi? C'est la complémentarité. Donc, je viens compléter ce que tu es, ce de quoi tu es en manque. Donc Rachel est la réponse innée à Yaakov. Léa non seulement n'est pas la réponse à Yaakov, mais risque de mettre en évidence plus encore son défaut inné qui est son essence féminine. Donc il ne veut surtout pas de Léa. Entre parenthèses, c'est pas aussi gros que je le dis. Et donc elle commence à comprendre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va maintenant s'acharner à sortir elle-même de sa propre dimension
féminine pour essayer de recevoir et plaire en montrant quelque chose de masculin. L'enfant des Doudaïm ou celui-là? Non, c'est pas l'enfant des Doudaïm, c'est l'enfant des Doudaïm, c'est Issachar. Et donc, comment fait-elle? Elle va commencer à travailler sur elle pour montrer, je vais vous dire où, pour montrer à Yaakov qu'elle a elle aussi la possibilité d'être masculine. Donc tu peux venir chez moi aussi chercher ce que tu trouves chez Rachel. Et au moment où elle y arrive, elle met au monde Asher. Et c'est pour ça que Asher va se trouver au nord. Mais pourquoi au nord, qui n'est que le monde du rayonnement? Parce que chez elle, ça ne peut pas être au niveau de l'essence. Elle ne pourra jamais être masculine au niveau de l'essence. D'accord? Elle est foncièrement féminine. Donc elle arrive à produire un rayonnement masculin. Évidemment, quand je dis Léa, ça s'avance pareil. Au niveau de la Torah, parce que j'ai compris ce que vous comprenez. Au niveau de la Torah, on voit que dans les mots de la Torah, quand une servante met au monde, c'est la maîtresse qui dit j'ai mis au monde. Ça, on verra aussi pourquoi, bien que c'est pas tellement fondamental, ça va rien nous rajouter. Mais dans le langage de la Torah, quand une des servantes, comme Sarah avec Agar, voilà, quand la servante met au monde, comme c'est la maîtresse qui a amené la servante et qui a dit au mari tu peux la prendre, c'est considéré comme si son ventre, on pourrait dire peut-être c'est une allusion aux mères porteuses, exactement. On pourrait dire c'est presque, puisqu'on voit, c'est choquant dans la Torah. C'est elle qui accouche et c'est la maîtresse qui dit j'ai eu un enfant avec. Bon, mais d'après les secrets de la Kabbalah, j'ai expliqué, comme l'une n'est que le prolongement de l'autre, donc on comprend que tout revient en vérité à la maîtresse elle-même. Et donc, la maîtresse qui est Léa, qui est foncièrement féminine, accouche par le biais du ventre de sa servante, un enfant qui normalement devrait appartenir à la dimension féminine, mais comme Léa veut absolument prouver qu'elle arrive à être elle aussi masculine, elle ne pourra pas le faire, elle va réussir, mais elle va rester au niveau du rayonnement, donc fragile, et elle va le mettre en haut. Vous avez compris comment il y a une logique inimaginable là-dedans? Et donc Asher est un rayonnement masculin d'une matrice féminine, qui est celle de la servante de Léa. Maintenant regardez. Où on sait que quand Asher est né avec lui une dimension masculine de la matrice de Léa. Pourquoi elle l'a appelé Asher? Ah maintenant, celui-là on va l'appeler Asher, qui a Shruni Banot. Parce que toutes les filles vont être contentes. Ça veut dire quoi? On comprend ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire les filles vont être contentes? Qui a Shruni Banot, c'est mot à mot. Les filles sont contentes de quoi? D'un homme. Et donc, elle, dans son langage pudique, et restons pudiques nous aussi, c'est ce à quoi elle fait allusion. J'ai enfin mis au monde quelqu'un qui peut être, on peut dire qu'il peut être source de bonheur pour les filles. Un homme véritable. Et donc, qui yashruni banot. Regardez, mais qu'est-ce que ça? Il est incompréhensible ce verset. Qui yashruni banot. Et donc, dans son langage pudique, elle dit, ben, évidemment, à chaque fois qu'un homme véritable naît, c'est le bonheur d'une femme. Parce qu'elle est féminine, donc, elle est batte. Comment? Et donc elles seront heureuses grâce à... Mais j'ai expliqué que le symbole du masculin dans la Torah, nous, on raisonne avec les symboles de la Torah. Oui. Pour la Torah, quand on veut présenter un véritable homme, on présente que les femmes le convoitent. Pourquoi? C'est Yosef. Et donc, c'est exactement ce que elle dit. Maintenant que Asher est né, les filles vont être contentes, ce qui fait allusion au fait qu'elle a mis au monde une dimension masculine. Bien que c'est le seul des enfants de Léa, bien sûr. Mais puisque Léa et sa servante sont féminines. Donc c'est le seul des enfants de Léa. Et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle voulait retrouver grâce aux yeux de... Et maintenant, regardez, on le voit maintenant de manière extraordinaire. J'ai pas fini. Et après, on arrête le cours. Tout de suite après la naissance de Asher, qui est la première dimension masculine de Léa, il y a cette fameuse histoire avec les Doudaïm. Son fils à Léa, Réhouven, a trouvé les Doudaïm, et donc ce sont des plantes qui facilitent, on pourrait dire, la fécondité, hein, comme jusqu'à aujourd'hui, il y a des plantes qui facilitent la fécondité. Il y a des marloquettes là-dessus, qu'est-ce que c'est exactement, peu importe, mais en tout cas c'est des plantes qui facilitent la fécondité. Et Réhouven, elle les a rapportées pour sa mère parce que ça fait déjà maintenant depuis 3 ans qu'elle n'accouche plus, puisque ça fait maintenant déjà 2 enfants qui naissent de la servante et non d'elle. Donc il y a un petit problème. Elle fait 3 ans alors qu'elle a accouché coup sur coup, 3 ans elle n'accouche plus. Donc son fils lui apporte, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui va pouvoir t'aider. Rachel voit ça, et Rachel, donc comme on le sait, convoite les Doudaïm, finit par avoir les Doudaïm, et en échange, puisque c'était le soir
de Rachel, elle dit à Léa, ce soir, je suis mévateret sur Yaakov, il ira avec toi, mais donne-moi les doudaïm de ton fils. Elle accepte, elle prend donc les doudaïm, et Yaakov, lui, qui ne savait pas ce qui s'était passé, il se dirige le soir naturellement vers la tente de Rachel, sort Léa, c'est marqué Vatetse Léa, elle est sortie Léa. Bon, nous, comme on lit la Torah comme des abrutis, on voit rien, vous allez voir ce que nos maîtres disent. Elle est sortie, mais il fallait bien lui dire quelque chose. Donc, comme ça que nous on lit la Torah comme un journal, Chas Shalom. Donc elle est sortie, parce qu'il fallait bien qu'elle lui parle, mais vous allez voir ce que dit Rashi. Elle est sortie à sa rencontre, d'accord, et elle lui a dit halte. Elle lui montre une preuve signée, peu importe, comme quoi, non, ce soir, tu viens chez moi, parce qu'il y a eu cet échange, etc. Et donc, il va, à ce moment-là, dans la tente de Léa. Et le verset dit, va t'etser Léa. J'explique pas encore. La semaine prochaine, on va voir que Dina, la fille de Léa, avant de se faire violer, il est dit la même expression à son sujet, va t'etser Dina. Elle est sortie Dina. Et Rashi rapporte le Talmud qui dit telle fille, telle mère. Les deux sont sortis. Va t'etse. Et les maîtres disent, ça c'est pas très féminin, hein, c'est un manque de tsniout ça. Depuis quand une femme sort? D'accord? Nos maîtres comprennent que la Torah va mettre ici en évidence un comportement qui n'est pas féminin, qui est masculin. Qui c'est qui sort? C'est l'homme, pas la femme. Pourquoi sur la femme il est dit, rapporte Rashi, Kol Gvoda Batmeler Pnima. La femme vertueuse reste cachée, elle ne se montre pas. Et donc on voit que nos maîtres font donc une analogie entre le Tetsé de Léa et le Tetsé de Dina. Que Dina ressemble à sa mère, qui a un comportement masculin. Et dites-moi, quand c'est qu'elle a eu un comportement masculin? Tout de suite après la naissance de Hacher, le mec. Donc, on a compris. Elle a mis au monde Hacher. À ce moment-là, elle veut montrer à Yaakov, tu sais, hein, moi je suis comme Rachel, hein, moi aussi je sais être une femme dont tu as besoin. Et pour bien lui montrer ça, elle sort à sa rencontre. Yaakov est bouleversé, il ne comprend pas, il dit, mais il connaissait pas Léa comme ça. Léa, elle passe sa vie à pleurer dans sa tente avec un Sefer Teilim dans les mains. Je t'en supplie, mon Dieu, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari, donne-moi mon mari. Ça fait 7 ans qu'elle pleure. 7 ans, non, ça fait 14 ans qu'elle pleure. Les 7 premières années où Yaakov a travaillé. Les 7 premières années où Yaakov a travaillé en pensant qu'il aurait Rachel. À ce moment-là, elle priait que finalement, comme elle est l'aînée, elle puisse, elle, le recevoir. Et finalement qu'elle l'a eu. 7 ans elle a prié avant le mariage. Et maintenant elle a déjà eu 5 enfants, donc à peu près encore 7 ans. Et 7 ans. Ça fait 14 ans que cette femme elle pleure. Comme dit la Torah, Ve'ine Léa Rakot. Elle a les yeux abîmés par les larmes. Ça fait 14 ans qu'elle pleure pour avoir Yaakov. Ça fait 14 ans qu'on la voit pas. Chaque fois qu'on voit Léa, un Sefer Teilim. On l'appelle la religieuse. D'accord? Tout d'un coup, il l'envoie sortir à sa rencontre. Maintenant, restons décents, j'espère pour vous. Elle lui dit, ce soir tu viens chez moi. Je t'ai acheté avec les doudaïm, c'est les mots de la Torah. Je t'ai acheté avec les doudaïm de mon fils. C'est comme ça qu'une femme parle. Surtout une femme qui est censée être Léa. On dit même à son mari, ce soir tu viens chez moi. Non, elle lui dit pas ça. Excusez-moi, d'accord? Elle lui dit, ce soir tu couches avec moi. C'est marqué dans la Torah clairement. Elle le fait exprès. Elle le fait exprès. Pourquoi? Elle veut lui montrer, hey, ça suffit, la petite religieuse maintenant, ça suffit. Regarde-moi maintenant autrement. Elle veut lui montrer que quoi? Qu'elle est capable, elle aussi, d'être comme Rachel. Le seul problème, c'est qu'avec tous les efforts qu'elle va faire, ça restera malgré tout du rayonnement, ça ne pourra jamais être de l'essence. Parce qu'on ne peut pas naître autre chose que ce qu'on est. Et donc, elle pourra effectivement travailler, mais ça restera de l'essence uniquement. Ça ne deviendra pas du rayonnement. Ça sera du rayon, pas de l'essence. Donc en tout cas, le fils qui est né de ça, c'est Issachar. C'est extraordinaire, parce que si on veut aller plus loin, le fils qui est né de ça, Issachar, celui qui représente précisément l'un des aspects de la féminité les plus profonds. Donc comme si la Providence voulait lui montrer, tu sais, Léa, t'as beau jouer à l'homme, t'es foncièrement une femme. Et qu'est-ce qui sort de toi cette nuit-là? Issachar, qui est de toutes les tribus d'Israël, celui qui incarne, celui qui est dans la tente, là où tu aurais dû rester. Parce que de toute façon, tu ne pourras pas transformer ta nature. Laisse le monde tel qu'il est. Tu dois affiner ta nature, mais être une autre que ce que tu es, c'est impossible. L'année dernière, vous avez révélé un secret. Vous avez dit, quand j'aurai plus de temps, je vous expliquerai par rapport à ce schéma que vous expliquez. Vous avez dit que Yehuda, en fin de compte, Alpisod,
c'est le fils de Rachel et il lui révèle ça avant de mourir Yaakov. C'est les prochains cours. C'est les prochains cours, fin de Parashat Bereshit, etc. C'est les prochains cours. Donc en tous les cas, et Lévi, c'est aussi les prochains cours, on verra. Et donc en tous les cas, donc quelle est la conclusion de tout ça? Une conclusion très très rapide. Comment donc se situe, on peut arrêter le cours? On arrête le cours? Comment se situent donc les différentes tribus d'Israël? Les différentes tribus d'Israël se regroupent donc en groupes d'essence et en groupes de rayonnement. Et dans ces groupes d'essence et dans ces groupes de rayonnement, il y a l'essence masculine, les rayonnements masculins, essence féminine, rayonnement féminine. On va très vite. Essence féminine, c'est les enfants de Léa qui sont à l'est, qui sont Yehuda, Reuven, Shimon, et qui sont Yehuda, Issachar, Zevulun. Rayonnement féminin, encore une fois les enfants de Léa et sa servante. Je ne fais plus la différence maintenant parce que je vous ai déjà expliqué qu'en vérité la servante et la mère c'est plus ou moins la même chose, qui sont donc Reuven, Shimon et Gad. Et Reuven, Shimon et Gad, absolument. Après on trouve à l'ouest l'essence masculine des femmes de Yaakov qui est Rachel, avec tous les enfants de Rachel qui sont Yosef et Benyamin. Et enfin on trouve au nord l'essence de la dimension masculine des femmes de Yaakov, qui est bien sûr la servante de les rayonnements masculins de Rachel, et on trouve donc bien sûr deux enfants de servantes qui sont Dan et Naphtali, et on trouve Asher, parce que Asher c'est le symbole de cette tentative de Léa de sortir de son emprisonnement féminin qui était et là elle ne s'est pas trompée par contre, qui était véritablement la cause de ce recul, de cette distance, que Yaakov entretenait face à elle. Elle a essayé de mettre fin à cette distance et elle n'y est pas arrivée comme on le sait, parce que la Torah, entre autres, nous révèle quelque chose qui est pour nous aussi, après tout ce qu'il y a de fondamental dans ces cours, la Torah nous révèle aussi une chose qui est très terre à terre par rapport à nous, c'est que le rôle, on pourrait dire, incontournable d'un zivoug, c'est-à-dire qu'un zivoug, celle avec qui je me marie, et pour la femme, celui avec qui je me marie, c'est l'être incontournable qui peut me parfaire. Et aucun autre être ne peut me parfaire à part lui. C'est pour ça que, à partir du moment où Yaakov a compris que Rachel est la seule personne au monde qui peut le parfaire, qui peut l'aider à réussir ce pourquoi il est venu sur terre, tous les efforts de Léa, qui est une sainte, qui est une tzadika, qui est l'un des piliers du monde, peu importe, qui est la seule véritable mère d'Israël, de toutes les quatre, c'est elle qui a donné le plus d'enfants, 6 garçons et une fille, avec tout ce que Léa fera, ça ne suffira pas pour prendre la place de Rachel. Pourquoi? Parce que, ici on apprend, et je termine, quelque chose d'absolument extraordinaire. Qu'est-ce qui fait de la femme un vrai zivoug? Ni uniquement le fait qu'elle est pieuse, ni uniquement le fait qu'elle est sainte, ni uniquement le fait qu'elle est bonne, ni uniquement le fait qu'elle est mère. Ce qui fait de la femme la véritable épouse, c'est qu'elle correspond à ce que le mari a besoin pour son tikkun personnel. C'est ça qui fait de la femme l'épouse. Une autre pourra donner 20 enfants, pourra être pieuse, sainte, tout ce que tu veux. Si elle n'a pas la nature qui correspond au tikkun dont l'homme a besoin, elle ne sera pas son vrai zivoug. C'est pour ça que nous aussi les hommes, puisque là on parle pour nous les hommes, on doit faire très attention. Quand on cherche un zivoug, plus nous, puisque nous, grâce à Dieu, on l'a trouvé, mais quand on cherche un zivoug, de faire attention de mettre la nekuda sur le point essentiel. Je ne dois bien sûr, évidemment, à nos âges, c'est même plus la peine de le dire, tellement c'est grotesque, pas regarder le physique, pas regarder tout ce que vous regardez, les diplômes et machin, etc., etc. Je dois regarder, est-ce que c'est la femme qui pourra véritablement me construire? Si oui, c'est elle, sinon, c'est non. Tout le reste, non. Et si un homme doit choisir entre une femme belle, mais qui ne pourra pas le construire, entre une femme qui pourra lui donner 10 enfants, mais qui ne pourra pas le construire, et une femme moins belle, qui ne pourra peut-être pas lui donner autant d'enfants, mais qui pourra le construire, son zivouk, c'est la femme qui peut le construire. Nekuda. C'est ça la... et donc il veut dire beaucoup prier pour le trouver. Beaucoup de prier pour le trouver. L'allusion dans la Torah, je l'ai déjà dit, au fait que tous les grands de la Torah ont trouvé leur femme près d'un puits. Le puits, c'est la Torah. L'allusion est que par le mérite de l'étude de la Torah, Dieu t'envoie le zivou qui te correspond.
C'est pour ça que tous les grands ont trouvé leurs femmes auprès d'un puits. En maïm et la Torah, l'eau c'est la Torah. Et donc les prières, l'étude, et le fait aussi de le savoir et de ne pas se laisser avoir par toutes et on pourrait dire les brillants qui ne correspondent pas à ce dont j'ai besoin, ces trois éléments-là nous assurent qu'on tombe véritablement, plutôt on s'élève véritablement avec son vrai zivoug, et on peut considérer que le cours est fini. Amen. Vechen yeh ratzon. Mais on l'est.